3, 2, 1... Salut la team, la forme, comment ça va? Moi, reposé, enfin, au moins un petit peu. Lundi, je vous ai fait un live sur Twitch juste après les matchs de playoff, le Game 7 entre les Mavs et les Clippers, mais aussi la mascarade qui a servi de combat entre Floyd Mayweather et Logan Paul. Plus jamais ça, sérieux, une nuit blanche pour un truc pareil, hashtag promesse à moi-même. Et je vous avoue que du coup, sur le stream, niveau fatigue, j'étais au max, mais ça ne m'a pas empêché d'être avec vous, présent sur Twitch. Et ceux qui étaient là ont pu voir à quel point le manque de sommeil peut faire dire des choses cheloues. Donc pour ceux qui ont manqué ça, ou qui n'ont pas pu être là tout du long, vous connaissez. Aujourd'hui, c'est un résumé, un best-of que je vous sors, en mode Crystal Ball. Au programme, chaque série du deuxième tour des playoffs NBA, un peu en mode preview. Les habitués connaissent avec les visuels que j'ai créés, on compare les deux adversaires, les deux équipes, secteur par secteur, poste par poste. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte et je n'annonce absolument pas que c'est l'équipe qui remportera le plus de duels qui va passer au tour suivant. Par contre, ça permet d'avoir un vrai aperçu de où se situent les forces en présence, et ça permet de déceler les clés, voire même les secrets de chaque série. Bien sûr, ici, sur YouTube, vous n'aurez pas toute l'argumentation et tous les débats passionnants qu'on a eu sur Twitch, je vais aller à l'essentiel. Bien sûr aussi, maintenant que d'autres matchs ont eu lieu depuis lundi, certaines de mes prédictions s'avèrent probablement totalement fausses, mais c'est le jeu aussi. Et vu que je me suis mouillé, même si c'est mal parti, peut-être que dans d'autres choses, j'aurais été visionnaire, on verra bien. En tout cas, on ne perd pas plus de temps, c'est parti en mode best-of pour parler de tous les secrets du deuxième tour des playoffs NBA. Comme vous l'avez vu, on va partir sur les Sixers contre les Hawks, le premier de l'Est contre le cinquième de l'Est. On va commencer par comparer les arrières. À Philadelphie, on a Ben Simmons, qui est un joueur très complet, qui défend, qui est censé très bien défendre, en tout cas c'est l'autoproclamé défenseur de l'année, qui peut switcher à peu près partout. On a aussi Seth Curry qui est le shooter à 3 points par excellence, qui sait faire pas mal de petites choses, qui n'est pas qu'un shooter unidimensionnel, qui peut aussi créer balle en main. Et on a aussi George Hill, en vétéran de luxe, qui apporte son expérience et son adresse au shoot, même si pour le moment, on voit qu'il est vieillissant et qu'on n'a plus affaire au George Hill d'avant. En face, à Atlanta, on a Trae Young, qui a fait une première mi-temps énorme et un début de match de fou lors du match 1, évidemment. Nous avons Bogdan Bogdanovic, qui a été lui aussi excellent, qui pour moi fait partie de ces clés un peu de la série, parce que si Trae Young est trappé, Bogdanovic doit mettre les shoots de loin, et il le fait très bien. Il fait des playoffs de fou furieux, et je trouve que depuis l'arrivée de Nate McMillan, on a un nouveau Bogdan Bogdanovic, et on a Lou, qui est l'un des meilleurs 6e hommes de l'histoire, on ne va pas le cacher, et qui, même s'il arrive à Atlanta en fin de carrière, qui n'est plus du tout le Lou Will qu'il était, qui n'a plus du tout l'impact qu'il avait. Je trouve qu'il apporte son expérience et son leadership. Alors bon, on va pas faire durer ça des heures, hein. Moi, quoi qu'il arrive, je donne ça aux Hawks. Pour moi, on a un Trae Young qui est sur une autre planète depuis le début des playoffs. On a aussi un Bogdanovic qui fait des playoffs de fou. Par rapport à un Simmons qui est quand même assez irrégulier, même s'il apporte pas mal de choses, un Curry qui met des shoots et un George Hill qui a un peu un rôle à la Lou Will de l'autre côté. Je préfère le côté inarrêtable de Trae Young. Pour moi, on a Trae Young et Bogdan qui sont en surconfiance actuellement. Peut-être qu'à un autre moment de la saison, j'aurais pu donner l'avantage à Philadelphie, mais là, en fonction du momentum et de la dynamique actuelle, rien que la présence de Trae Young et de Bogdanovic, pour moi, donne l'avantage aux Hawks. Pour ce qui est des ailiers, je vous ai mis Tobias Harris, Danny Green et Matisse Thybulle du côté des Sixers. Un Tobias Harris qui est très bon depuis le début des playoffs, dans son rôle de deuxième option, derrière Joel, qui apporte pas mal de choses, même défensivement, je trouve, qui a une vraie dimension athlétique, qui joue bien le pick and roll, même en tant que porteur, qui drive de façon très utile et qui peut aussi écarter le jeu. On a un Danny Green qui n'est plus du tout le défenseur quand même, j'avoue qu'il était aux Spurs, même s'il a quelques restes. Je suis pas sûr qu'il soit encore fait pour défendre face à des mecs comme Trae Young. Il a encore du talent en défense, mais voilà, ce n'est quand même plus le défenseur qu'il était aux Spurs. Et on a Matisse Thybulle qui lui, justement, est sophomore et sa spécialité c'est la défense. Et c'est tellement sa spécialité la défense qu'en attaque il est presque invisible. Et c'est un peu dommage parce que quand il est sur le terrain, parfois on a l'impression que les Sixers attaquent à 4. En face, on a un Danilo Gallinari en vraie galère au shoot, notamment depuis le début de ses playoffs. Heureusement qu'il met quelques triples, heureusement qu'il met quelques drives. Il a mis notamment un gros dunk en pénétration qui a fait du bien. Mais pour l'instant, Danilo Gallinari me déçoit. On a un Kevin Huerter, par contre, c'est tout l'inverse. Quel talent lui aussi il a en catch and shoot. Il arrive hyper bien à se faire oublier dans le corner, à recevoir les extra passes, à en profiter, et il a une adresse excellente quand il est dans le coin. Vraiment, Kevin Huerter, je le trouve très très bon dans son rôle. Et on a un DeAndre Hunter qui a manqué le match 1. Vu qu'on connaît pas la durée de son absence encore, j'ai décidé quand même de le mettre dans mon visuel, dans la mesure où il a été excellent au premier tour, qu'il a eu un très gros rôle sur Julius Randle notamment. Et donc on a un DeAndre Hunter qui devrait, s'il revient, avoir un gros rôle en défense, notamment sur Tobias Harris. Dans le match 1,
DeAndre Hunter a été remplacé par Solomon Hill, qui m'a étonné. Ça limite la perte d'Hunter. La perte de Hunter fait mal, mais je pensais qu'elle ferait plus mal que ça. Et si elle a pas fait tant de mal, c'est parce que Solomon Hill arrive à avoir un vrai mental de guerrier. Malgré tout le talent qu'a Werther, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment photo. Allez, en attaque, peut-être ça peut se discuter si on prenait en compte que l'attaque, et ça se discuterait si Gallinari était plus adroit. Mais là, quoi qu'il en soit, défensivement, il n'y a pas photo entre les deux secteurs. Là, je pense que si on fait preuve d'un minimum d'objectivité, le proved va pour les Sixers. Allez, on passe du côté des pivots, avec un Joel Embiid qui a une déchirure du ménisque, mais qui peut jouer, alors qu'il prend un traitement actuellement pour éviter la douleur et les trop gros gonflements. Même s'il a dit c'est pas facile de jouer avec une déchirure du ménisque, on a vu que peu de monde pouvait défendre sur lui du côté d'Atlanta. On a Dwight Howard qui est un gros soldat, qui a les mains un peu savonneuses malheureusement, et qui a un côté un peu nerveux, je me prends des fautes techniques, mais qui apporte aussi toute son expérience, toute sa science du jeu, toutes ses qualités athlétiques, et toute sa hargne aussi, j'ai envie de dire. Donc on a un Dwight Howard qui est très utile, je trouve, en sortie de banc, même si je l'aime pas en tant que titulaire. Et en face, à Atlanta, nous avons Clint Capella et John Collins. J'aurais pu mettre Okongwu aussi, j'ai préféré mettre ces 8 joueurs-là, donc Collins, j'ai décalé en tant que pivot. En tout cas, quand même, Capella-Collins, je trouve qu'on a une belle paire d'intérieur du côté d'Atlanta, et surtout, elle est très complémentaire. Un Capella qui est un expert du pick and roll, qui défend très bien, qui est un bon protecteur de cercle, et un Collins qui a montré de belles choses, et je trouve qu'il s'affirme comme un nouveau joueur depuis le début de ses playoffs, plus collectif qu'avant, plus impliqué dans la win. Je pense que l'arrivée de Macmillan lui a fait du bien. Alors si Joel Embiid était blessé, bien sûr que l'avantage irait à Atlanta, mais pour moi, là, Embiid a montré tellement de domination dans le match 1 que je ne vois pas comment mettre l'approbation à Atlanta. Tant que Embiid n'est pas out, on est d'accord, c'est pour les Sixers. Maintenant, si Embiid doit être trop diminué, clairement, les Sixers, ils vont avoir un problème au poste de pivot. Doc Rivers trouvera des adaptations en mettant peut-être Simmons au poste 5, comme il l'a fait au match 5 face aux Wizards, en faisant peut-être jouer Mike Scott, et Mike Scott, je vous le cache pas, ça me fait pas rêver. Si Embiid se blesse, l'histoire sera différente. En tout cas, il est là, et pour l'instant, le proved, je le mets à Philadelphie. Maintenant, parlons des coachs. On a Doc Rivers d'un côté, qui a montré de vraies choses dans le leadership cette saison, qui a l'approbation de son groupe à Philadelphie, c'est assez indéniable aussi, qui a l'air très apprécié dans le vestiaire, mais qui, on l'a vu, notamment avec les Clippers, sur tout le temps qu'il a passé là-bas, on l'a vu, a du mal à s'adapter stratégiquement et tactiquement. Et en face, on a un Nate McMillan qui vient de nous faire une leçon de coaching contre les Knicks. Voilà, on a deux coachs qui sont bons. Un Doc Rivers qui a réussi, avec sa philosophie, à avoir l'aval de son équipe, à faire une bonne saison. Et on a un McMillan qui, lui, est arrivé en cours de saison et a réussi à transformer cette équipe de A à Z et à faire en sorte que, depuis son arrivée, elle ait le meilleur bilan de la conférence Est. De ce que j'ai vu jusque-là, je trouve que McMillan mérite plus que Doc Rivers. Donc je mets le approved à Nate McMillan. Doc a l'expérience, c'est clair, mais pour l'instant, et il a toujours pas montré qu'il était capable de s'adapter en playoff. Heureusement, j'ai envie de dire que Doc a de bons assistants. Il a Jorger, il a Sam Cassell, il a Dan Burke, spécialiste de la défense, et là-dessus, je pense que ça va l'aider à s'adapter. Pour l'instant, en tout cas, McMillan, je trouve, a montré plus de capacité d'adaptation, plus d'aspect stratégique. Peut-être que ça pourra changer et que je changerai d'avis au fur et à mesure de la série, mais ça, justement, ça va être la clé. Doc Rivers, là, après le match 1, déjà, j'ai trouvé qu'il a dû avoir le discours qu'il fallait à la mi-temps, parce que la première mi-temps et la deuxième mi-temps de Philadelphie n'avaient quand même rien à voir, mais là, il va montrer qu'il est capable de faire des adaptations, qu'il est capable de s'ajuster, qu'il est capable aussi de resserrer ses rotations. La plupart des coachs en playoff n'utilisent pas plus de 8 joueurs. Pour l'instant, on a un Doc Rivers qui en utilise 10 voire 11. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'il arrive à sélectionner ceux qui sont le plus utiles et ceux qui vont le mieux performer contre les Hawks en fonction des adversaires et des match-ups. Là où Dan Burke et Doc Rivers vont avoir du taf, c'est qu'il va falloir stopper Trae Young. Et hier, on l'a vu en première mi-temps, Danny Green, il peut pas stopper Trae Young. Ben Simmons, il a été en difficulté parce qu'il prenait des fautes, et Matisse Thybulle peut être utile aussi, mais il est quand même jeune et il peut être naïf aussi. On l'a vu sauter sur une ou deux feintes. Trae Young, il a beau être en 3e année, il arrive super bien à jouer avec les défenses. Et pour l'instant, que ce soit Danny Green, que ce soit Ben Simmons et que ce soit Matisse Thybulle, ils ont tous montré des limites. Quoi qu'il arrive, que ce soit Simmons, que ce soit Danny Green et que ce soit Thybulle, je pense que Doc a intérêt à trouver des stratégies évolutives. On l'a vu en deuxième mi-temps, quand tu prends Trae Young assez haut, les autres ont du mal à venir l'aider. Parce qu'on coupe un petit peu la rampe de lancement de ces Atlanta Hawks. Et des fois, il faut faire une prise à deux. Donc c'est peut-être pas juste Simmons tout le match qui va l'arrêter, c'est peut-être pas juste Danny Green, c'est peut-être pas juste Matisse Thybulle, parce que quoi qu'il arrive, Atlanta, et Nate McMillan est très bon pour ça, fait beaucoup d'écrans sur Trae Young. Ils peuvent faire 2, 3, 4 écrans de suite parfois pour que Trae Young trouve son shoot, et Trae Young, une fois qu'il a trouvé l'espace, il arrive très bien à balancer le flotteur, ou encore à voir le joueur démarqué pour lui faire une passe. C'est la rampe de lancement de ces Hawks. Je pense surtout que moi, il faut le prendre très haut, avant même le pic, et là, il y a un peu de panique, on l'a vu en deuxième mi-temps. Et voilà, je pense qu'il faut alterner sans arrêt. Je pense aussi que Simmons a les qualités pour l'arrêter, Trae Young. Je pense que Thybulle aussi
aussi. Pour l'arrêter, non. Personne ne l'arrêtera, pardon. Par contre, il est important de le limiter. Il fait une première mi-temps à 25 points hier, il en met plus que 10 dans la deuxième, parce que justement, il y a différents match-ups qui sont montés sur lui. Il a dû faire face à plusieurs défenses, à des défenses plus agressives, plus hautes. Et là, on l'a vu, c'est tout le collectif d'Atlanta qui a paniqué et qui était plus en difficulté. En tout cas, lors du match 1, les Sixers sont arrivés peut-être trop confiants après leur sweep, peut-être trop reposés ou peut-être pas assez dans le rythme. Et ils ont laissé Trae Young justement prendre la confiance. Il mettait tout, il était d'une insolence incroyable. Dès qu'il avait un peu d'espace, il sanctionnait. Et ça les a mis en surconfiance pour la suite. Ensuite, cette confiance s'est un petit peu étiolée quand Philadelphie a été bien plus agressif en défense. Pour moi, il faut rentrer dedans dès le début du match. Et ça, c'est une vraie clé aussi. Ensuite, les deux autres clés pour les Sixers, elles vont être simples. Ça va être la santé de Joel Embiid, évidemment. Ça, j'ai envie de dire. On en a déjà parlé tout à l'heure. Mais quoi qu'il arrive, là, le poste de pivot est supérieur à celui des Atlanta Hawks parce que Joel Embiid est en bonne santé. Mais aussi les lancers francs de Ben Simmons. Philadelphie s'expose à beaucoup trop de difficultés et beaucoup trop de risques qu'il va falloir soit qu'il mette ses lancers francs, soit que Rivers se passe de lui dans les quatrièmes quart-temps. Et là-dessus, ça peut être une clé sur lesquelles les adversaires vont jouer. Donc l'idéal, ce serait que Simmons mette ses lancers francs. Les clés à Atlanta, elles vont être simples, elles aussi. S'il y a des trappes sur Trae, il va falloir que la balle circule. Je n'ai jamais trouvé aussi fort les Hawks que quand Trae joue le playmaker, justement, arrive à profiter et à attirer les défenses, et que là, la balle circule à une vitesse folle. Les Hawks sont très forts pour ça. Ça fait des extra passes dans tous les sens. Que ça arrive pour un Werther ou pour un Bogdanovic, c'est très efficace. Dans les corners, les deux là à 3 points, ils sont excellents. Et s'il y a une vraie circulation de balles, que ça arrive à pas trop paniquer, je pense que ça peut faire douter ces Sixers. S'ils arrivent à être en surconfiance comme c'était le cas lors de la première mi-temps, ils peuvent faire beaucoup de mal et créer beaucoup de danger. Par contre, moi je dirais qu'en défense, ils ont aussi quelque chose à faire, Atlanta. Joel, on l'a vu, ils arriveront à rien faire. Ils arriveront pas. Il sera peut-être pas aussi dominant que ce qu'il a été au match 1 à chaque fois, mais Atlanta n'arrivera pas à faire grand chose sur lui. Par contre, là où Atlanta peut être fort, c'est en limitant tous les autres joueurs autour de Joel. Et je pense qu'ils ont de quoi défendre sur un Tobias Harris, un peu comme Julius Randle a été défendu. Solomon Hill a été très bon, mais quand DeAndre Hunter reviendra, ça peut très bien défendre. Une défense un peu trappe avec DeAndre Hunter ou John Collins qui monte sur un Tobias Harris et un Ben Simmons et l'oblige à descendre sur un Capella, ça peut faire du mal. Défendre sur les shooters, ils peuvent le faire. Werther, on l'a déjà dit, c'est pas un défenseur d'élite, mais il est mobile. Bogdanovic, c'est pas non plus un défenseur que j'apprécie beaucoup, mais il est mobile et il peut être intelligent aussi. Enfin, pour moi, ça va être la clé à Atlanta, ça va être de couper toutes les autres options autour de Embiid. Embiid, tu vas le laisser faire son chantier, t'y pourras rien, et je pense que les Sixers seront en difficulté si il y a que Embiid qui brille, parce qu'on gagne pas une série, alors on gagne rarement une série quand il y a qu'un seul joueur qui brille. Dans le sondage, vous êtes 70% à dire que les Sixers vont gagner, et là-dessus on se rejoint tout à fait. On a, je pense, un Doc Rivers qui trouvera des adaptations défensives, notamment grâce à Adam Burke, et en qui je fais confiance. Bien sûr que maintenant, si Embiid se blesse, on en rediscutera, mais pour l'instant, Embiid, c'est pas prévu qu'il ne soit pas là. Tant que Embiid est là, je laisse les Sixers favoris, même alors qu'ils sont menés 1-0. Ok, on passe à la série suivante. On passe entre les Nets et les Bucks, avec des Nets qui mènent déjà 1-0. Et même 2-0 mardi, le jour du montage. On va commencer par parler des arrières. On a Kyrie Irving, James Harden et Bruce Brown du côté des Nets. Un Kyrie Irving qui jouait shooting guard à côté de Harden qui était meneur. Sauf que maintenant, Harden, il a une blessure. Alors j'ai laissé dans le visuel parce qu'on sait pas quand il va revenir. Et du coup, on a un Bruce Brown qui est un role player, qui est un guerrier, qui fait beaucoup de petites choses que j'aime beaucoup. En face, à Milwaukee, on a un Jrue Holiday qui est très bon défensivement, qui apporte plein de nouvelles choses offensivement. Je vais pas en parler à nouveau des heures. Mais ce qu'il apporte en plus par rapport à ce que Bledsoe faisait l'année dernière, c'est un truc de fou. On a un Bryn Forbes qui a pris un petit peu la place de Dante DiVincenzo dans la rotation depuis la blessure de DiVincenzo. C'est un mec qui est bouillant à 3 points, qui quand il prend feu arrive à un niveau exceptionnel et complètement inarrêtable. Et on a un Pat Connaughton qui est un bon shooter lui aussi. De toute façon, il y a beaucoup de shooters chez ces Bucks. Mais voilà, Bryn Forbes, je trouve que son problème, c'est que même s'il est très adroit de loin, il a de vrais soucis en défense. C'est pas lui qui va limiter un Kyrie ou un Harden s'il revient. Et on a un Connaughton qui est un peu meilleur en défense, mais qui n'est pas non plus excellent dans le domaine. Je pense qu'on va pas débattre. Un Jrue Holiday, j'adore ce qu'il fait. Mais même si James Harden ne revient pas, on a un Kyrie Irving qui est hyper talentueux, qui ne défend pas vraiment, Kyrie, mais qui est beaucoup trop fort offensivement. Ce sont les Nets qui prennent ce premier petit tampon. Maintenant, je trouve qu'on va avoir un vrai duel chez les ailiers. Avec Kevin Durant, d'un côté, qui revient à un niveau de fou furieux, qui me fait halluciner. Un Blake Griffin, qui, lors du match 1, a apporté une dimension physique qui manquait vraiment à Brooklyn, je trouve, et qui a été excellent, en fait, qui se jetait sur tous les ballons, qui jumpait même. Et dans le match 2, ce fut encore plus flagrant avec un Blake Griffin en mode déménageur qui nous a refoutu des tomards
comme à la bonne époque. Hallucinant. Et un Joe Harris en sniper qui a fait une excellente saison, même s'il a des vraies failles en défense, qui écarte le jeu et qui est là pour ça, hein, et qui est un vrai complément à des joueurs comme Durant, comme Kyrie et comme James Harden, qui attirent énormément les défenses et qui profitent de tous les shoots que les espaces et que le spacing lui provoque. En face, on a un Giannis Antetokounmpo qu'on connaît tous, hein, le double MVP, qui excelle dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire les pénétrations, les paniers près du cercle, mais qui galère un peu plus dès qu'on l'écarte. On a un Chris Middleton qui apporte aussi beaucoup de choses, de la science du jeu, du shoot, de la défense, un côté clutch, et un PJ Tucker qui est là pour mettre les coups, pour jouer au gangsta un peu, pour faire le garde du corps, un PJ Tucker qui apporte encore une vraie dimension physique supplémentaire à Milwaukee. Donc je trouve qu'on a un vrai duel des ailiers intéressant. Est-ce qu'il va tenir ce rythme à tous les matchs, Blake Griffin? C'est la question. Moi j'ai de vrais doutes, hein, j'ai de vrais doutes. Maintenant, si on fait du 1 par 1, c'est très difficile. Déjà, moi je peux pas savoir qui est le meilleur entre Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo. Entre Middleton et Blake Griffin, c'est deux profils totalement différents, que c'est très compliqué. Et entre Harris et Tucker, je donnerais peut-être un petit avantage à Harris. Même si Griffin a fait un très bon match 1, Middleton apporte peut-être plus de certitude. J'avoue que là, c'est très difficile à choisir. De toute façon, je vois que vous êtes partagés, donc ça montre la difficulté de choisir entre ces ailiers. Moi, je vais donner le tampon aux Bucks, parce que Middleton est un joueur beaucoup trop intelligent, je trouve. Et finalement, le vrai duel de cette série, il se retrouve ici, entre Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo. Et c'est un petit peu celui qui prendra le dessus entre les deux, qui donnera l'avantage dans ce secteur des forwards, de toute façon. Allez, on enchaîne et on passe aux intérieurs, enfin aux pivots qui n'en sont pas tous, hein, parce que maintenant que DeAndre Jordan est au bout du banc, il n'y a plus vraiment de pivot à Brooklyn. Donc j'ai mis Jeff Green, même s'il est actuellement blessé, et Nicolas Claxton, qui apporte de bonnes choses, qui apporte de l'énergie, c'est sûr, mais qui reste un joueur très peu expérimenté. C'est un sophomore, c'est un peu dur pour Nicolas Claxton de jouer contre une équipe comme les Bucks à un si haut niveau de playoff quand on a si peu d'expérience. En face, on a un Brook Lopez qui défend super bien, qui retrouve, je trouve, un peu de sa superbe, qui retrouve la défense qu'il avait lors de la saison 2019-2020, mais qui peut quand même être en difficulté face à ces Nets qui vont beaucoup jouer peut-être au périmètre, qui vont beaucoup jouer small ball, et là, le manque de mobilité de Brook Lopez peut être handicapant. Et un Bobby Portis qui lui est plus mobile et qui joue un vrai rôle de guerrier, shooter à 3 points, qui bouge des trous, aux Bucks de bonne façon. Maintenant, bah ouais, comme vous le dites, je vois que dans le chat, ça débat pas longtemps, hein. Le point, il n'y a pas trop à bégayer, il va directement à Milwaukee. Maintenant, on va parler des coachs. Et on a un Steve Nash qui mérite énormément de crédit pour tout ce qu'il a fait cette saison, qui malgré les blessures de ses joueurs a réussi à maintenir un niveau de victoire très régulier. En face de lui, on a un Mike Budenholzer qui n'a pas le droit, avec l'expérience qu'il a, de se faire out-coacher par un coach rookie. Et ça, ce serait une faute professionnelle de la part de Bud de se faire out-coacher par Steve Nash. Mais moi, je peux pas mettre quelqu'un d'autre que Bud pour l'expérience des playoffs qu'il a. Et là justement, après le match 2, je me pose beaucoup de questions. La faute professionnelle n'est vraiment pas loin, Budenholzer n'a pas du tout réussi à s'adapter, à garder exactement les mêmes rotations que Miami, et me soulève beaucoup de doutes. Donc voilà, maintenant, dans cette série, attention, on a 3 tampons du côté des Bucks et 1 du côté des Nets. Je pense que Brooklyn doit absolument rester en attaque mode. Kyrie Irving, Kevin Durant, ils seront là, ils mettront leurs points à chaque fois, ils vont être excellents en attaque. Si ça arrive toujours à rester en attaque mode avec les role players de Brooklyn, vraiment offensivement, ça peut être très dur parce que les défenses vont être obligées de se concentrer sur Kyrie et Kevin Durant. Si un Joe Harris rentre tout, qu'est-ce que tu veux faire? Le poison peut venir de partout à Brooklyn et ça peut vraiment être une clé de cette série. Pour moi, c'est la clé principale qui pourrait faire gagner les Nets. Et je pense que dans cette série, on peut avoir pas mal de choses comme ça parce que c'est pareil, si Bryn Forbes prend feu sur un match, eh ben ce sera le Bryn Forbes game qui fera gagner les Bucks. Donc toutes ces clés-là, elles sont importantes, je pense. La deuxième, c'est que il faut qu'ils répondent vraiment au défi physique. En face, il y a que Blake Griffin qui peut vraiment mettre des coups. Kevin Durant et Kyrie Irving, c'est pas les mecs les plus solides du monde. Joe Harris, il défend pas. Alors que aux Bucks, on a du Giannis, on a du Middleton même qui est solide, on a du Jrue Holiday qui est solide sur les postes arrière, on a du PJ Tucker, du Brook Lopez. On a des gros babards, on a des mecs qui sont 2 fois plus musclés, qui ont un poids 2 fois plus important. Et ça, il faut que les Bucks arrivent à imposer ça absolument dans cette série s'ils veulent gagner. Et ils doivent cibler ces forces-là pour non seulement en défense arriver à fermer la peinture définitivement. Kyrie doit pas avoir la raquette ouverte comme il l'a eu parfois lors du match 1, mais surtout, ils doivent surtout laisser aucune seconde chance à ces Nets. Tous les rebonds doivent tomber dans les mains des Bucks, vu les joueurs qu'ils ont. Ils doivent leur rentrer dedans. C'est ultra serré. Ça s'est joué à 2 voix près, et vous me dites les Nets. Je vais aller à contre-courant de la communauté. Pourquoi je vais voter les Bucks? Parce que je pense que vraiment, comme je disais lors du match 1,
hein, ils ont été pris à froid, parce que je pense que Bud va arriver à trouver des solutions, parce qu'on a un James Harden qui est incertain. Alors bien sûr qu'on a une force de frappe offensive de dingue, avec Kevin Durant et Kyrie Irving, mais je me dis que les Bucks, quand même, là, ça fait 2 ans de suite qu'ils perdent en playoff, et ils ont cette expérience et cette cohésion. C'est l'année où ils doivent gagner avec un Jrue Holiday qui est arrivé et qui apporte de vraies choses. Tout ça me paraît être à l'avantage des Bucks. J'espère qu'on va avoir une série ultra serrée, qui va se jouer en 7 matchs, ce serait cool, avec des matchs presque en prolongation à chaque fois. Qu'est-ce que je kifferais avec des buzzer beaters ou des game winners. Quoi qu'il arrive, cette série, elle me fait rêver d'avance. Et encore une fois, maintenant qu'il y a eu un deuxième match joué, je me demande si j'ai pas un peu trop surestimé ces Bucks, même s'il est beaucoup trop tôt pour le dire, parce que la série peut prendre une autre tournure à Milwaukee. Mais pour l'instant, je dois dire qu'au vu de l'écart des matchs et des blowouts qu'il y a eu, elle me fait bien moins rêver que prévu, cette série. Et on passe du côté de la conférence Ouest, avec les Clippers qui se sont qualifiés hier, en 7 manches, face aux Mavericks, qui vont affronter le Jazz, qui a fini premier de la conférence Ouest. On va parler, pour commencer, des arrières. Alors on a Donovan Mitchell, qui est revenu visiblement en pleine forme, qui après avoir manqué le match 1 contre les Grizzlies, a fait 3 bons matchs, je trouve, mais le souci, c'est qu'on a Mike Conley, qui pour moi est quand même super sous-coté, qui fait énormément de bien en attaque comme en défense, qui a fait une série face aux Grizzlies de très très haut niveau, mais par contre, qui s'est blessé au match 5 et qui, pour l'instant, est incertain pour ce deuxième tour. Ça peut faire beaucoup de mal à ce Jazz. Et un Jordan Clarkson qui, pour l'instant, je l'ai trouvé excellent en saison régulière. J'ai trouvé qu'il avait eu un petit coup de mou à la fin de la saison régulière. Et pour l'instant, ce coup de mou se confirme un petit peu en play-off, avec une adresse assez aléatoire. Parlons des arrières des Clippers maintenant. On a un Paul George, qui pour moi a quand même fait un premier tour de haut niveau. Bien sûr, hein, c'est le lieutenant de Kawhi. On a un Paul George très solide. Parlons de Rajon Rondo, qui apporte toujours son expérience, sa science du jeu, ses petits coups bas, son côté malin, son côté teigne, et qui est capable de remettre Kawhi Leonard sur le bon chemin quand il faut. Et j'apprécie beaucoup ce leadership qu'apporte Rajon Rondo. Et un Reggie Jackson, que je trouve on n'en parle pas assez, parce qu'un Reggie Jackson qui, en tant que scoreur, est très bon. Il défend aussi, plus que ce que je pensais. En tout cas, il donne beaucoup d'énergie à ses Clippers. C'est vrai qu'on a Terrence Mann aussi. J'adore ce mec, hein. Il n'y avait pas de place pour tout le monde, mais on a Terrence Mann qui, dans le match 7, par exemple, face à Dallas, a montré qu'il avait peur de rien, qu'il avait peur de personne. Ouais, donc il y a beaucoup de Jazz. Moi, clairement, j'avais prévu de mettre le Jazz, je vous le dis aussi. Je suis juste inquiet. Je suis juste inquiet de la présence ou non de Conley. Si Conley est présent, s'il arrive à partir du match 2, je mets l'avantage au Jazz, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'alchimie entre ces 3 gars, beaucoup de complémentarité. Ils ont 3 profils très différents. Ils sont là depuis le début de la saison. C'est trop tôt, je pense, pour mettre l'avantage aux Clippers. Clarkson, je crois encore en lui. Conley, j'espère qu'il reviendra, allez, on va dire au match 3 au pire. Donc moi, pour l'instant, je mets l'avantage au Jazz. Mais comme vous l'avez compris, ça peut vite changer. On passe du côté des forwards, les ailiers. À Utah, on a du Bojan Bogdanovic, du Joe Ingles et du Royce O'Neal. Bojan Bogdanovic, super scoreur, toujours très efficace, que ce soit en catch and shoot, même pour créer son shoot. Un Joe Ingles, qui fait des feintes de grand-père, qui est un super créateur, un créateur sous-côté, que j'apprécie aussi énormément. Et un Royce O'Neal, qui fait un petit peu tout. C'est un vrai facilitateur qui me plaît énormément, Royce O'Neal. Donc encore une fois, je trouve qu'on a beaucoup de complémentarité chez les forwards d'Utah. Mais en face, on a un Kawhi Leonard, qui, je pense, là, au premier tour face à Dallas, a peut-être réalisé, la meilleure série de playoffs de sa vie. On a un Nicolas Batum qui a fait beaucoup de bien, je trouve, dans ses rotations de Tyronn Lue. À partir du moment où il a été titularisé, on a eu un jeu différent chez les Clippers, qui ont gagné beaucoup plus de matchs avec Nico Batum dans le 5. On a aussi vraiment de très bons forwards chez les Clippers. Donc oui, forcément, de toute façon, il n'y a pas trop débat. Si on parle de profondeur, Utah doit avoir l'avantage. Je préfère Royce O'Neal et Ingles à Morris et Batum. Sauf que Kawhi Leonard n'a pas d'égal du côté des forwards d'Utah. Donc pour moi, on donne ce proved aux Clippers. On passe chez les pivots avec Rudy Gobert et Derek Favors du côté d'Utah. Rudy Gobert qui, en play-off, a un plus gros rôle offensif qu'auparavant, qui a fait du bon boulot sur Valanciunas, qui a même réussi à attaquer face à Valanciunas. Un Rudy Gobert qui fait du Rudy Gobert, mais dans sa meilleure version. Et du Derek Favors, un joueur expérimenté, un joueur solide, un joueur déménageur, qui fait les bons choix en attaque, qui fait les bons choix en défense aussi, et dont le retour a fait énormément de bien à cette équipe de Salt Lake City. En face, Ivica Zubac, qui a de vraies limites, je trouve, notamment défensives. On a un Serge Ibaka qui est gêné par son dos. Alors après, j'aime l'expérience qu'il apporte sur le banc, j'aime le leadership qu'il a, j'aime le fait qu'ils connaissent Kawhi Leonard de par leur expérience commune à Toronto et qu'ils puissent lui dire les choses, mais là on n'a plus du tout le même Serge Ibaka qu'avant, quoi. Quoi qu'il arrive, sur les pivots, je pense qu'on est d'accord, ça va du côté de Utah. Parlons désormais des coachs. Quinn Snyder contre Tyronn Lue. Tyronn Lue, j'ai trouvé qu'il avait eu pas mal de difficultés à s'adapter face à Luka. Ça a fini par y arriver, mais est-ce que c'est Kawhi Leonard qui s'est dit je vais me sortir les doigts et je vais m'y mettre, ou est-ce que c'est vraiment Tyronn Lue? Je trouve que Tyronn Lue, il a mis du temps à arrêter de switcher sans arrêt. Luka s'est toujours débrouillé pour exposer les failles défensives de Tyronn Lue, pour attaquer face à Zubac et pour mettre tous les points qu'il voulait. Donc voilà, après attention, Tyronn Lue c'est quand même un coach qu'il faut pas disrespecter. C'est
un mec qui sait gérer les égos de ses gars et qui sait leur donner suffisamment de liberté. Donc c'est peut-être le coach qu'il faut à ces Clippers, mais je trouve qu'il a de vraies failles. En face, on a un Quinn Snyder qui lui aussi a une vraie expérience des playoffs, même s'il a fait des playoffs décevants l'année dernière, on ne peut que le féliciter et lui donner du crédit pour la saison qu'il a faite. On a un Jazz qui est dans le top 4 de la ligue au offensive rating et au defensive rating. On a un Quinn Snyder qui a fait une saison exceptionnelle et qui, je pense, mérite d'avoir le proof devant Tyronn Lue. Maintenant, c'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses et qu'on aborde les clés. Je pense que Utah, pour gagner, devra vraiment jouer sur ses forces, en partageant le ballon, en jouant sur un collectif super bien huilé, en défendant dur, en créant du spacing, en trouvant les shooters, en faisant des petites pénétrations, en ressortant, en se servant de Gobert comme tour de contrôle, en utilisant la création de mecs comme Mitchell ou comme Conley, en fait en jouant du Utah basketball. À Utah, on est très bon sur pick and roll, entre Gobert et Conley, entre Gobert et Mitchell. Gobert pose aussi de gros écrans pour un mec comme Clarkson, parce que Clarkson c'est pas que du shoot à 3 points, même s'il est maladroit actuellement. Clarkson, c'est aussi des petits flotteurs, des paniers assez atypiques. Et je pense que la clé d'Utah, ça va être de réussir à jouer leur jeu. Et je pense que sur pick and roll, ils vont être complètement létals. Qui va arrêter un pick and roll d'Utah du côté des Clippers? Donc cette clé, elle me semble importante à Utah, parce que là où peut être impliqué Gobert, c'est sur le pick and roll. Le Utah basketball, ça va être la clé, tout en espérant que Royce O'Neal arrive à limiter un tant soit peu Kawhi. Et s'il arrive à le gêner, à rentrer un peu dans sa tête, à le coller, je pense que Utah peut gagner la série. Les clés du côté des Clippers, elles sont différentes. Pour battre Utah, une des solutions qui est utilisée régulièrement, c'est de réussir à faire sortir Rudy. Et là, je pense qu'on va assister à un vrai jeu d'échecs entre les coachs, entre Quinn Snyder et Tyronn Lue. D'un côté, on va avoir un Utah qui va essayer de pilonner les Clippers dans la raquette parce que personne ne pourra arrêter leur pick and roll. D'un autre, on va avoir les Clippers qui vont essayer d'écarter cette équipe d'Utah au maximum pour que Gobert soit en difficulté au périmètre, en jouant très petit, en jouant avec un Batum qui va se mettre dans le corner et shooter à 3 points, un Paul George qui va aussi écarter. En fait, je suis très impatient de voir cette série. Ça va jouer très stratégique, très tactique, avec beaucoup d'options différentes. Qui va devoir s'adapter à l'autre? Est-ce que c'est les Clippers qui vont devoir trouver des solutions pour se durcir et limiter Gobert? Peut-être avec un Morris, peut-être avec un Batum, peut-être en faisant des prises à deux? Ou est-ce que alors c'est Utah qui devra s'adapter en étant obligé de sortir un peu Gobert? Ce serait dommage, mais si Gobert est trop en difficulté, peut-être que Snyder sera obligé de le sortir, et là, grosse difficulté pour le Jazz. Allez, donc là, c'est la fin du sondage. Donc 58% pour les Clippers et 42% pour Utah. Encore une fois, je suis jamais d'accord avec vous. Si, en fait, on était ensemble pour les Sixers, mais là, moi, c'est le Jazz que je vais clinch. Ok, je comprends que vous mettiez les Clippers. De toute façon, les Clippers ont la plus grosse individualité, ont même peut-être les deux plus grosses individualités. En tout cas, les deux joueurs qui ont le plus de hype, avec Paul George et Kawhi Leonard. Et un Kawhi Leonard, s'il est au top de sa forme, personne ne peut l'arrêter. Par contre, comme je disais, ça va être un jeu d'échecs cette série, ça va être un jeu de stratège. Et en fait, pour moi, le duel va se faire peut-être entre Snyder et Tyronn Lue. On a mis le proof du côté de Quinn Snyder, et là, pour moi, c'est le proof qui a le plus de sens dans cette série. Et moi, j'ai beaucoup plus confiance en Snyder qu'en Tyronn Lue, et c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je mets le clinch du côté d'Utah, malgré les grosses individualités des Clippers. Allez, parlons des arrières des Suns. Avec Chris Paul, qui, j'espère que sa blessure à l'épaule est derrière lui. Après 4 premiers matchs difficiles, il a l'air revenu plus ou moins bien. On a un Devin Booker qui n'a pas touché terre lors du match 6. Et un Cameron Payne qui défend, qui se bat, qui plonge, qui va provoquer, qui a réussi à rentrer dans la tête d'un Dennis Schroeder un peu, qui a vraiment progressé, Cameron Payne. Surtout qu'en face, avec la blessure de Jamal Murray, c'est compliqué. Donc je veux pas non plus manquer de respect à ces joueurs, parce que Campazzo, mine de rien, m'a agréablement surpris. Il est intelligent, il arrive à flopper suffisamment, tout en étant un organisateur, mais qui a aussi du QI basket et qui peut faire de belles choses. On a un Austin Rivers, qui pareil, il y a encore quelques mois, tout le monde disait que sa carrière était foutue. Il a pris quelques coups de chaud, il a mis quelques triples, il a été très utile, et surtout on a un Monte Morris qui a été une vraie clé pour moi au premier tour. En fait, ce que j'ai apprécié, c'est que malgré une grosse défense sur Nikola Jokic, Monte Morris a réussi à se comporter en scoreur, en organisateur et en vrai pion essentiel pour ses Nuggets en l'absence de Jamal Murray. Sachant qu'en plus de ça, je les ai pas mis parce que c'est toujours une incertitude, on a Will Barton et PJ Dozier qui pourraient revenir dans cette série. Donc effectivement, à cause de la blessure de Jamal Murray, Denver ça impressionne pas. Bien sûr que je vais mettre le tampon à Phoenix. Chris Paul et Devin Booker sont clairement les deux meilleurs arrières de cette série. Mais attention, parce que face à Lillard et McCollum, ces arrières-là de Denver ont été beaucoup moins
moins ridicule que ce qui était attendu. Même si je vais mettre le clinch à Phoenix, je veux quand même donner du crédit aux arrières de Denver. Passons du côté des ailiers, où nous avons Michael Bridges et Cam Johnson, les deux poteaux là qui s'entraînent et qui bossent ensemble tout le temps et qui malgré leur jeune âge arrivent à entraîner toute l'équipe vers le haut. Et le roi de la salsa, Jay Crowder, qui a réussi avec son trash talk, avec sa dureté, avec son torse, à mettre son corps en position de LeBron James et finalement à être très utile dans ce premier tour pour permettre à Phoenix de se qualifier pour ce deuxième tour face aux Nuggets. En face, on a un Aaron Gordon qui je trouve est bien utilisé à Denver, mieux qu'à Orlando en tout cas. On lui donne des passes lobées, on l'utilise sur des cuts, on l'utilise sur des pick and roll, on l'utilise un peu sur des pick and pop aussi. Mine de rien, même défensivement, hein, il apporte de nouvelles choses avec ses grands bras. On a un MPJ, je pensais pas qu'il se transformerait si vite en aussi gros shooter. C'est devenu clairement l'option numéro 2 des Nuggets avec la blessure de Jamal Murray. Il tourne à plus de 40% à 3 points depuis le début des playoffs, à quasiment 55% au tir, à 19 points par match, prend des rebonds. C'est juste dommage qu'il ait pas un peu plus de QI basket ou plus de science du jeu ou plus de volonté de partager la balle surtout, qui offensivement est un sacré joueur, mais qui défend très peu et qui fait trop peu de passes pour le nombre de ballons qu'il touche. Et enfin, on a un Paul Millsap qui est quand même de moins en moins utilisé pendant ses playoffs, mais qui peut apporter son expérience, sa dureté, ses grosses fesses au rebond, et sa défense aussi, Ah, c'est sûr que le duel MPJ-Bridges va être intéressant. Si Bridges arrive à éteindre MPJ, il va y avoir de moins en moins de solutions du côté de Denver. Franchement, je sais pas qui choisir. Je vais mettre les Nuggets parce que c'était mon choix initial, parce que comme je le disais, j'aime beaucoup comment Gordon est utilisé, et je me dis que Michael Porter Jr. de plus en plus prend feu. Crowder, moi je pense qu'il va plus être utilisé pour aider Ayton à défendre sur Jokic qu'à être utilisé sur MPJ. Ou alors il défendra aussi sur Gordon, il mettra son corps en opposition. Ça se joue à peu de choses, mais j'ai envie de mettre les Nuggets parce que j'ai tendance à croire en Michael Porter Jr. Je pense qu'il est en train de monter en puissance, il est en train de monter en pression, il arrive de plus en plus à mettre des shoots de loin, il a une adresse de fou. Porter Jr. est au-dessus de tous les autres joueurs qu'on a mis sur les lignes des forwards, et c'est bien pour ça que je mets le approved à Denver. On va passer sur les pivots. On a DeAndre Ayton qui m'a très agréablement surpris sur le premier tour face aux Lakers. Toute la saison, et même tout le début de sa carrière, j'ai toujours dit que Ayton, c'était la définition parfaite du joueur et du pivot soft. Et là, je sais pas, jouer en playoff, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça l'a transformé, le gars. Vous pouvez rajouter Kaminsky si vous voulez à côté d'Ayton, en plus de Ayton et Saric, mais je suis pas sûr que ça change quelque chose face à ce duo de pivot composé de Nikola Jokic et Jamichael Green. Jamichael Green, je sais même pas s'il y a besoin d'en parler, parce que Nikola Jokic est un monstre. Après avoir été bloqué un petit peu dans son playmaking, il a réussi à trouver d'autres solutions au fur et à mesure. Enfin voilà, c'est un joueur exceptionnel ce Nikola Jokic, c'est un phénomène. Jokic, il tourne à 43% à 3 points depuis le début des playoffs, tout en shootant 6 par match. Il tourne à 53% au tir, c'est un truc de fou ce que fait Nikola Jokic. C'est lui qui a porté Denver au premier tour, et Ayton, aussi bon soit-il, ne peut pas rivaliser avec ce qu'a fait Jokic jusque-là. Et pourtant, vraiment, gros big respect pour ce qu'a fait Ayton face aux Lakers. Donc là, pour l'instant, on a les guards chez les Suns, et on a les forwards et les centers chez les Nuggets. Qu'est-ce que vous pensez des coachs ? Qu'est-ce que vous pensez de Monty Williams, qui a su faire en sorte que l'arrivée de Chris Paul se passe pour le mieux, qui a su faire en sorte que tout le monde joue ensemble, qui a su faire en sorte que Booker change son jeu, porte moins la balle, joue moins en ISO et a créé des systèmes pour un Booker. Il a réussi à faire confiance à ses joueurs, à les faire tous step up. Un Michael Bridges est devenu un expert de la défense, un Cam Johnson a pris un super rôle, un Cameron Payne, comme on l'a dit, est un joker de luxe, un DeAndre Ayton arrive enfin à se battre et à assumer un petit peu son statut de numéro 1 de la draft. Mike Malone, de son côté, c'est un mec qui a de l'expérience, c'est un mec surtout qui a un très grand leader. Stratégiquement, je sais pas si c'est le meilleur coach du monde. Stratégiquement, j'ai l'impression que tout repose beaucoup sur le talent de Jokic. Mais en tant que leader, en tant que capitaine un peu, Mike Malone, je trouve que c'est un mec qui a peu d'égal en NBA et que j'apprécie énormément. Pour moi, on a un petit peu deux leaders vocaux, et d'un côté on a l'expérience de Mike Malone et le stratège qui a réussi à faire jouer tout le monde ensemble, qui est Monty Williams, pour permettre à ses Suns d'être deuxième à l'ouest. C'est partagé là encore, hein. C'est vrai que c'est serré comme duel. Moi je vais vous dire qui je vais mettre. Je préfère un coach expérimenté qui a déjà fait de belles choses en playoff, qui a réussi à renverser des séries l'année dernière parce que il a trouvé toujours les mots qu'il fallait pour permettre à ses joueurs à Denver de se surpasser, et pour ça je mets Mike Malone. Mais maintenant, est-ce que c'est parce que les Suns ont un seul approved qu'ils vont forcément perdre? Moi je dis que c'est plus compliqué que ça, donc il est temps d'aborder les clés, les fameux secrets de ce deuxième tour. La vraie clé pour Phoenix, ça va être la dureté, l'agressivité et la provocation de faute. Si on a un Jokic en fall trouble, ils sont tellement dans la mouise les Nuggets, bien sûr que la façon dont Ayton va réussir à défendre sur Jokic sera une clé aussi. Même si de toute façon Jokic il a ce talent, quand il n'arrive pas à marquer des points, il fait des passes, quand il n'arrive pas à faire des passes, il arrive à marquer des points, il arrive toujours à peser d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la défense qui est sur lui. Peut-être que la clé pour les Suns, c'est de réussir à limiter tout le monde à part Jokic. Un peu comme l'a fait Portland dans les matchs où ils
ils ont gagné. Je pense que Monty Williams aurait tout intérêt à suivre cette stratégie de se dire ok, Jokic il va nous en mettre 30 tous les soirs, peut-être 35, allez, peut-être même 40, mais si les autres ils dépassent pas 15, s'il y en a pas un qui dépasse 15, on a une chance de s'imposer. Et pour ça, va falloir être dur, va falloir être physique, va falloir essayer de provoquer des fautes de Jokic, et surtout il va falloir rien lâcher sur tous les autres. Parce que si on a un Austin Rivers et un Monte Morris ou un Michael Porter Jr. qui prennent feu à 3 points, ça peut faire un bel incendie du côté des Phoenix Suns. Pour Denver, ça va être continuer à trouver des solutions de remplacement si Jokic justement n'arrive pas à distribuer le jeu. Il va falloir que Campazzo et Monte Morris continuent à servir les autres. Je pense que si Denver veut s'imposer, il faut que la balle circule bien. Là-dessus, si on a des vrais rampes de lancement, on arrivera à trouver du Gordon, on arrivera à trouver du MPJ, on arrivera à trouver du Austin Rivers. Et enfin, quelque chose que je vais noter de façon plus générale, qui va défendre sur Devin Booker? Will Barton peut-être, mais il va manquer le match 1 et on sait pas quand il reviendra, parce que pour moi c'est celui qui peut vraiment le plus gêner Devin Booker. Donc voilà, je pense que les clés on les a trouvées. Une vraie tendance se dégage dans le sondage, et on est là sur les Phoenix Suns. Et je vous avoue que moi aussi, je vais voter pour les Phoenix Suns. Pourquoi je clinch les Suns? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de polyvalence, beaucoup plus de talent, beaucoup plus d'options offensives, et qu'on a surtout un Devin Booker qui est sur une autre planète, avec un Chris Paul qui, je l'espère, n'est plus blessé, un Ayton qui fait des belles choses, même s'il n'est pas au niveau de Jokic. On a beaucoup plus d'options, alors que j'aime bien MPJ, mais il est limité sur certaines choses. Monte Morris a fait de très belles choses, mais c'est pas une valeur sûre comme les joueurs que je viens de citer. Pour moi, on a 3 stars, si ce n'est pas 3 superstars à Phoenix, quand on n'en a qu'une seule vraie à Denver. Et voilà, je pense que malgré les 3 approved qu'on a mis à Denver, la différence chez les guards est beaucoup trop importante par rapport au reste. Chris Paul et Devin Booker doivent dominer cette série. Ouf, là-dessus au moins j'ai pas été trop dans l'erreur, avec des arrières de Phoenix qui ont été très bons et surtout un Chris Paul qui s'est comporté en patron en général. Je pense que c'est beaucoup ça qui a permis aux Suns de s'imposer lors du match 1 qui a eu lieu après le live. À mon avis, Phoenix va passer pour ça parce que les arrières sont beaucoup trop dominants. Alors ça vous a plu, j'ai pas dit trop de bêtises cette fois-ci, j'espère que les matchs que vous avez vus au deuxième tour et que je n'avais pas eu l'occasion de voir à l'époque n'ont pas trop changé la donne. En tout cas je me suis mouillé, c'est le jeu et j'attends de vous d'en faire autant. Dites-moi en commentaire quelles sont les 4 équipes qui, à votre avis, vont passer en finale de conférence. Moi à l'époque j'avais dit Milwaukee, Philadelphie, Utah et Phoenix, mais je ne vais pas le cacher, il y a des éléments qui ont pas mal évolué depuis. Donc je vais assumer, hein, c'est le jeu des prédictions, mais je suis pas tout à fait sûr que j'ai encore une chance d'avoir 100%. En tout cas, le mieux pour vous la prochaine fois, c'est d'être présent en direct sur Twitch pour parler de ça avec nous et débattre de tout ça, bien entendu. Donc une seule solution. Yes, suivez-moi là-bas pour recevoir les alertes à chacun des streams. Là, comme vous le voyez, le prochain c'est mercredi à 11h30. En gros, bientôt là, si la vidéo est sortie ce matin. L'idée en tout cas là-bas, ce sera de vous écouter, mais aussi de vous faire voter pour choisir le sujet de ma vidéo YouTube de samedi. La dernière fois, j'ai eu plein de suggestions super intéressantes, donc soyez là, je vous attends nombreux. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Oh ça c'est bon. Et oui, monsieur le PR, c'est comme ça qu'on référence du contenu ici. Et pour la force, vous connaissez aussi, c'est sur Tipeee que ça se passe, et je vous le cache pas, vu les statistiques de YouTube, en ce moment, j'en ai plutôt besoin. Alors à très vite, sur Tipeee peut-être, mais aussi sur Twitch à 11h30, je vous le rappelle.